La parole est maintenant à Madame Danielle Auroi, présidente de la Commission des affaires européennes pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Après en avoir fait de même le 16 avril dernier pour la Moldavie, nous sommes appelés donc ce matin à nous prononcer sur les projets d'accord d'association souscrits par l'Union européenne avec la Géorgie et l'Ukraine. Ces 3 textes ont été conçus, je me permets de le rappeler, dans le cadre d'une démarche globale au sein du partenariat oriental qui vise à renforcer le dialogue politique bilatéral et à instituer une zone de libre-échange approfondie et complet. Une nouvelle fois, soulignons, comme vous l'avez fait d'ailleurs Madame la Ministre, qu'accord d'association ne signifie pas antichambre pour l'adhésion. Compte tenu du contexte économique, social, géopolitique, il serait même déraisonnable d'ouvrir des perspectives d'élargissement. Je crois qu'il faut que les pays baltes s'en rendent compte. Nous ne serions cependant restés sourds à l'envie d'Europe des républiques post-soviétiques qui ont fait le choix d'intégrer des valeurs politiques et économiques, de se rapprocher des normes de droit et de développer les échanges commerciaux bilatéraux. Tel est le cas de l'Ukraine et de la Géorgie qui ont besoin que nous les encouragions pour que leurs institutions deviennent de plus en plus démocratiques et créent des conditions de développement économique et social durable. C'est pourquoi la Commission des affaires européennes a adopté dès le 10 juin de l'année dernière des conclusions favorables à l'adoption de ces 2 accords d'association. D'un point de vue général, depuis le début de la crise politique en Ukraine, la Commission des affaires européennes a suivi avec la plus grande attention les évolutions de la situation en produisant de nombreuses communications et surtout l'été dernier, nous nous étions rendus dans une mission à Kiev et à Odessa avec d'ailleurs le président du groupe d'amitié Rémi Povros de façon à nous voir sur place comment les choses se passent et nous envisageons de faire la même chose mais un petit peu plus tard, début 2016, avec nos collègues du Bundestag et de la Diète polonaise de façon à ce que les Ukrainiens sachent bien que l'Europe, dans sa diversité, les soutient. Près de 4 mois après sa signature, l'application de l'accord de Minsk II, vous l'avez dit, Madame la Ministre, vous l'avez dit, Madame la Présidente, demeure des sujets difficiles et la situation n'est pas stabilisée, loin s'en faut. Des progrès sensibles, certes, ont été enregistrés dans la plus grande partie du Donbass par rapport à l'état de violence généralisé qui prévalait juste avant. Cependant, le cessez-le-feu n'a jamais été parfaitement respecté et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n'a pas les moyens de surveiller de façon draconienne l'immense territoire pour lequel elle a reçu mandat. Il existe encore des problèmes, ne serait-ce que la question des prisonniers, en particulier des prisonniers ukrainiens en Russie. Mais il existe aussi une dizaine de points chauds où les tirs d'artillerie lourde n'ont jamais cessé, occasionnant des pertes humaines quotidiennes parmi les forces loyales ukrainiennes comme parmi la population civile. Le degré d'inquiétude est remonté d'un cran début juin avec le déclenchement des séparatistes à Marinska, au sud-ouest du Donetsk, d'une attaque d'une violence sans précédent depuis la mi-février. L'enjeu est donc plus que jamais de consolider et de sécuriser les acquis de l'accord de Minsk II, notamment en persévérant dans le soutien à l'économie ukrainienne, conformément aux décisions prises lors du dernier sommet du partenariat oriental tenu à Riga il y a un mois. Dans un souci d'apaisement vis-à-vis de la Russie, l'entrée en vigueur de l'accord liant l'Union européenne à l'Ukraine, qui a été repoussé au 1er janvier 2016, et les négociations trilatérales qui sont ouvertes donnent une échéance acceptable malgré tout. Du côté de la Géorgie, l'économie a bien résisté au conflit d'août 2008 avec la Russie, mettant en jeu des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Ces territoires, qui représentent environ 20% de la superficie du pays, plutôt russophones, ont obtenu une indépendance qui, depuis 7 ans, fait des logiques qui sont un petit peu du même type, me semble-t-il, que l'annexion de la Crimée. Ces événements ont poussé le pays à se tourner vers l'Union européenne, qui est désormais son premier partenaire commercial. La Commission européenne a salué des progrès significatifs accomplis par Tbilissi en 2014 dans la mise en œuvre de son agenda d'association avec l'Union, particulièrement en ce qui concerne les institutions, l'état de droit et le système judiciaire. Par ailleurs, la Géorgie affiche un volontarisme louable en matière de coopération à la politique de sécurité et de défense,
à travers un accord cadre effectif depuis 2014 qui l'a amené à participer à l'opération militaire EUFOR RCA en République centrafricaine et à la mission formation des forces maliennes. En conséquence, au sommet de Riga, les dirigeants européens ont donné un gage important à la Géorgie en s'engageant à supprimer à un horizon très proche les visas pour l'entrée dans l'espace Schengen, une mesure très attendue, essentielle pour eux et qui a un sens politique fort. À la lumière de ces quelques remarques, je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter les présents projets de loi autorisant la ratification des accords d'association Union européenne-Géorgie, Union européenne-Ukraine, et je n'ai aucun doute quant au large assentiment qui sera le nôtre. Je vous remercie. Merci, Madame.